On va recevoir notre prochain invité. Oui. Voilà. Donc Xavier Vasquez d'IBM. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Thierry, Xavier vient nous parler d'une initiative avec un acteur français, Claude Temple, qui est la francisation, si je puis dire. Alors on va peut-être quand même permettre à Xavier Vasquez de se présenter. Donc vous êtes le président, le vice-président et CTO d'IBM Technologies, c'est ça? Et puis vous avez une deuxième casquette. Charge de la R&D qui est développée en France pour IBM. D'accord, et avec vous on parle effectivement d'intelligence artificielle mais aussi d'informatique quantique, hein, il me semble. Oui, si vous voulez. Non, mais pas aujourd'hui. Alors, on va revenir un petit peu, effectivement. Alors, c'est un acteur qui devait être là ce matin, mais bon, les contraintes d'agenda sont ce qu'elles sont. Alors, vous avez passé un accord avec Claude Temple, qui est un des acteurs, on va dire, assez important en France, sur la partie Secnum Cloud, donc souveraineté. Alors, cette fameuse souveraineté, alors Claude Temple a une particularité, c'est qu'ils ont déjà travaillé avec vous pour la mise en place de leur cloud, hein, si je ne dis pas trop de bêtises. Oui. Et aujourd'hui, y a une espèce de partenariat qui a été dessiné. Est-ce que vous pouvez l'évoquer assez rapidement? Alors, mieux qu'un espèce, hein, c'est le 3 octobre dernier, on a annoncé un partenariat sur Cloud Temple IBM. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est vous avez un acteur français qui est Cloud Temple, qui est un pionnier du cloud français, et notamment qui a été qualifié de Secnum Cloud. Donc ça, c'est important. Donc c'est le plus haut niveau de souveraineté, de sécurité français. Et on s'est mélangé pour donner un peu notre expertise en termes d'IA, et donc de poser en fait notre plateforme watsonx.ai sur la partie Secnum Cloud de Cloud Temple. Et en fait, l'objectif ici, c'est de proposer watsonx.ai, qui est notre plateforme d'intelligence artificielle, sur l'infrastructure de Cloud Temple. Qui bénéficie de la partie CAS, PaaS. Exactement, infrastructure as a service, etc. Et donc, hérité du rachat de Red Hat. Oui, et donc c'est Red Hat qui a été certifié justement Secnum Cloud sur Cloud Temple. Donc ça nous permet en fait de proposer des services d'IA d'IBM et de proposer ça à nos clients, puisque en fait nos clients sont aussi soumis à des réglementations, à des régulations, que ce soit des banques, des assurances, peuvent avoir besoin d'une infrastructure Secnum Cloud, et donc on propose watsonx.ai là-dessus. Alors, il y a aussi cette importance d'un écosystème de partenariat. On le voit, on l'a rappelé justement avec Stéphane Roeder, avec ses modèles. Il faut être vigilant avec eux, ils évoluent en permanence. Donc, vous avez signé des partenariats avec Mistral, Lama. Alors, c'est quoi la contribution et c'est quoi la stratégie d'IBM en la matière? Alors, nous, on est une plateforme d'IA pour les entreprises. On n'est pas grand public, on n'est pas très visible du grand public. Pourquoi? Parce qu'on travaille en B2B essentiellement. Et lorsque c'est posé, on va dire, l'IA générative, une des premières réflexions qu'on a eues, c'est de dire, nos clients, ils peuvent avoir accès à des modèles de fondation via le cloud public, que ce soit sur Azure, AWS, Google ou OVH par exemple, mais aussi pour certaines entreprises, elles ont besoin de déployer leurs IA on-prem, sur des infrastructures ou dans un cloud privé. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de mettre en place une plateforme d'IA qui va permettre justement d'avoir ce choix, c'est-à-dire de dire je peux utiliser différents types de modèles et je peux les déployer là où je le souhaite. Ensuite, il faut une diversité des modèles. C'est-à-dire que, pour être un peu direct, si vous confiez vos bijoux de famille à un acteur, à un gros modèle qui n'est pas forcément transparent et qui une entreprise qui est soumise à des réglementations, eh bien, peut pas forcément faire ça, on va devoir en fait donner une diversité de modèles. Et c'est là où IBM propose des modèles IBM, commerciaux ou open source, mais aussi des modèles à travers des partenariats que sont par exemple Lama, qui a un partenariat fort avec Meta, mais aussi Mistral, que ce soit la partie open source ou la partie large. Et pour nous, Mistral, d'autant plus en France, est importante parce que c'est un acteur français. On a beaucoup d'ambition avec Mistral parce qu'on veut justement qu'il se développe et que nous, nos clients, utilisent Mistral sur nos plateformes. Et ça permet aussi de prendre ces modèles-là et de les déployer à grande échelle pour des clients qui en ont besoin. Et donc pour nous, c'est important. C'est aussi important, je dirais, d'une manière culturelle. C'est-à-dire que si vous avez des grands acteurs qui développent 3-4 modèles dans le monde et qui établissent des standards mondiaux, finalement, on a un risque de aussi perdre un peu notre culture, nos valeurs, nos choses un peu comme ça. Et pour nous, c'est important dans un pays de proposer aussi des modèles issus de l'écosystème du pays. Surtout quand on veut s'inscrire dans la logique de souveraineté. Exactement. Mais c'est la même chose, par exemple, en Espagne, où on propose des modèles espagnols. Ça va être la même chose en Arabie Saoudite. Ça va être la même chose au Japon. Et finalement, je
pense que c'est important de diversifier, on va dire, le nombre de modèles et notamment l'utilisation de modèles locaux. Alors ces modèles, justement, on en a parlé. On a du mal à imaginer demain les déployer à l'échelle en l'état où ils sont. Hein. On voit qu'ils sont extrêmement consommateurs en énergie pour les entraînements, pour l'inférence. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, par votre prisme, sur cette évolution? Alors, on lutte contre une idée reçue qui est de dire plus gros modèle égale meilleur. Et en fait, il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui ont publié des papiers. Alors, IBM en a publié, mais d'autres en ont publié, des tiers aussi. Je pense par exemple à Gaël Varocco, qui est un des fondateurs de Scikit-learn, un des plus utilisés frameworks open source sur l'IA au monde. Et l'idée, c'est de dire « bigger is not better ». Donc des petits modèles spécialisés peuvent être bien plus efficaces que des très très gros modèles généralistes. Et en fait, on lutte un peu contre cette idée reçue en disant attention, si vous êtes une entreprise par exemple, ou un chercheur, mais disons une entreprise, l'utilisation d'un très gros modèle, en termes de durabilité, c'est pas bon. En termes de coût, c'est pas bon. Et puis en termes de benchmark et d'efficacité, c'est pas forcément très bon. Et en fait, ce que l'on recommande souvent, c'est de dire, c'est quoi votre cas d'usage? Souvent, on dit, bon, on va utiliser un très gros modèle pour un cas d'usage finalement qui en mérite pas vraiment la peine. On peut utiliser des techniques classiques ou des petits modèles. Il faut savoir qu'il y a des modèles de fondation, des modèles d'IA générative qui tournent sur un laptop. Donc, voilà, on lutte un peu contre cette idée reçue et l'idée fait son chemin quand même parce qu'il y a des entreprises qui justement adoptent des modèles spécialisés et on a des petits modèles, ils peuvent avoir des modèles de 3 milliards de paramètres, des modèles à 13 milliards de paramètres, voire des modèles à des centaines de milliards de paramètres. Mais tout dépend du cas d'usage. Alors on parle modèle, on devrait parler aussi puce, hein, puisque derrière il y a la puissance d'inférence qui devient de plus en plus locale, hein, on commence à le voir y compris sur nos smartphones, nos desktops comme vous venez de le rappeler. Alors comment vous voyez ça chez IBM, justement, cette partie de ces puces inspirées du cerveau humain? Alors oui, on travaille énormément et on investit énormément dans, on va dire, les nouvelles technologies de demain pour faire tourner justement ces IA. On a de plusieurs sortes. On va dire qu'on fait évoluer déjà les processeurs actuels, hein, ça compte quand même. Et puis, on va s'inspirer effectivement de différentes choses pour créer les puces de demain. Typiquement, vous mentionnez les puces inspirées du cerveau. Donc, on a publié quelque chose qui s'appelle True North et qui est une puce en fait dans laquelle on imprime des neurones in silico. Quand je parle des neurones, c'est pas les réseaux de neurones logiciels, hein, c'est vraiment des neurones in silico. C'est-à-dire que les petits transistors vont se comporter de manière analogique comme se comportent en fait les neurones du cerveau, et derrière on va pouvoir faire des calculs. Et lorsqu'on fait ces calculs-là, il s'avère que le dernier papier qu'on a publié dans Science montre qu'en fait on peut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus économe en énergie que les GPU standards. Alors c'est pas encore quelque chose qui est en production, ça reste de la recherche, mais typiquement dans d'autres stratégies, on a aussi des puces dédiées à l'intelligence artificielle, dans lequel on appelle Artificial Intelligence Unit, et dans lequel en fait on va imprimer des circuits qui vont faire un type de calcul, le type de calcul étant le calcul vectoriel ou matriciel, qui est en fait le plus consommateur au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc ces puces-là, on les a testées à l'université d'Albany, chez nous pour nos propres besoins, et ça permet de faire de l'inférence de manière efficace. Et on peut aller jusqu'au quantique, si on se projette un petit peu, dans lequel l'IA et le quantique sont intriquement liés. Pourquoi? Parce qu'on y voit en fait une opportunité de faire baisser le coût fortement de la demande de puissance de calcul pour calculer ces modèles d'IA. Mais en termes de temps, je dirais l'intelligence artificial unit arrive en premier, puis les puces inspirées du cerveau et le quantique peut-être un peu après. Alors on va essayer de revenir un petit peu maintenant, un peu les deux pieds sur terre, parce que vous nous avez fait un peu rêver, mais je pense que ce rêve, on va y arriver prochainement. Alors sur ces fameux cas d'usage à l'échelle qu'on doit déployer, on l'a évoqué également avec notre précédent invité, qu'est-ce que vous voyez de concret en train de se dessiner et que vous arrivez à accompagner dans son déploiement? Alors, je pense que la première question qu'il faut se poser avant toute utilisation d'IA générative, c'est le ROI, le fameux synchro-sain ROI. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une démarche d'expérimentation sur l'intelligence artificielle pour acculturer les équipes, etc. Rien de mal à ça. Mais à un moment donné, c'est lorsque vous voulez automatiser un processus métier, il ne s'agit pas uniquement de faire un prompt. Et donc, on se pose la question du ROI. Et quand on va chez des entreprises et on va parler de ce sujet-là, une des premières choses que l'on doit dire, c'est est-ce que IBM l'a fait pour ses propres besoins?
Ça paraît logique. Donc effectivement, on utilise de l'intelligence artificielle pour nos propres besoins et automatiser un certain nombre de processus métiers. Exemple très simple, chez IBM, on a 25 000 personnes qui s'occupent en fait de répondre aux questions ou aux problématiques de nos clients sur l'ensemble de nos produits. Ça demande un certain temps pour y répondre. Vous avez les fameux les level 1, level 2, level 3 dans les fonctions support. Ça cascade, comme on dit. Exactement. Eh bien, ça, c'est un processus qu'on a su automatiser et où 80% des questions qui ont été posées ont été résolues par l'intelligence artificielle, ce qui en fait dégage énormément de temps à ces collaborateurs-là qui vont derrière avoir une démarche plus poussée, plus attentive, plus personnalisée auprès de nos clients. Et ça permet aussi d'améliorer ce qu'on appelle le Net Promoter Score, ça veut dire la satisfaction de nos clients. Et on pourrait croire que l'automatisation, de temps en temps, ça peut faire peur. Et bien en l'occurrence ici, pour nos clients, ça a justement augmenté cette satisfaction. Et en fait, ça, on le retrouve dans plein de cas d'usage, que ce soit les RH, l'IT. Et ce qui est pour nous vraiment important, c'est quel processus métier on automatise et quel est le ROI derrière. Processus métier, puissance de calcul, on va continuer d'en parler tout au long de cette matinée. Merci beaucoup Xavier Vasquez. Je rappelle que vous êtes président et CTO d'IBM et aussi un peu à la tête de l'innovation, comme vous venez justement de l'évoquer. Merci beaucoup. Puis bon salon.